Alors aujourd'hui, on va essayer de voir des exercices sur les coniques. Mais les coniques, ancienne méthode. Les coniques à la papa, les coniques, les coniques de daron, quoi, voilà. Eh ben, il y a deux façons, évidemment, d'aborder les coniques. Une façon, on va dire, ancienne, classique, basée essentiellement sur la géométrie, sur le dessin, Euh, donc l'approche par les foyers, par foyer directrice, etc., etc. Donc ça, c'est des coniques, on va dire, à l'ancienne. L'approche que je conseille, si on est à l'agrégation, que ce soit externe ou interne, c'est l'approche par le programme de l'agrégation, vraiment le cœur du programme, c'est-à-dire la polynomialité, c'est-à-dire qu'une conique, c'est finalement l'ensemble des solutions d'un polynôme de degré 2 à deux indéterminés. X et Y, sur R, a priori, mais si vous voulez le faire sur un autre corps, c'est possible. Voilà. Alors, cette polynomialité fait qu'on a vraiment un objet qui existe indépendamment de la conique, qui peut, elle, ne pas exister. Hein. Si vous prenez x2 plus y2 plus 1, bon, bah, sur R, le polynôme existe, mais la conique des zéros de ce polynôme n'existe pas. Donc vous avez quand même un objet sur lequel vous pouvez toujours travailler, même dans l'abstrait, sans dessin, indépendamment du dessin. Donc ça, c'est intéressant. Et deux façons d'attaquer la conique, c'est-à-dire une façon qu'on va dire affine en regardant juste la partie de degré 2, homogène de degré 2, donc ici, si je pars du polynôme x2 plus y2 plus 1, ce sera juste x2 plus y2 hein, qui va m'intéresser, et de voir ça comme une forme quadratique. Ou une autre façon qui n'est plus affine, qui est, on va dire, projective, mais il ne faut pas avoir peur du mot projectif, ça veut dire simplement qu'on introduit une variable d'homogénéité, c'est-à-dire z, une nouvelle variable, une troisième variable, on va être en dimension 3 du coup, et là ici dans l'exemple ça va être donc x2 plus y2 plus z2, ce z a aidé le polynôme à devenir homogène, on peut toujours le faire, et là, se rappeler que z est égal à 1, si on veut retrouver la conique de départ, mais travailler sur une forme quadratique en dimension 3. Et après, on est freestyle dans le programme. On travaille sur des formes quadratiques, donc on a des théorèmes de Sylvester, hein, si on reste en affine, un théorème de Sylvester en affine en dimension 3, et si on est en euclidien en dimension 2, eh ben, on a le théorème spectral qui va nous aider. Voilà. Bon, et on introduit des valeurs propres, etc. Et là, normalement, on est dans le programme. Donc si on a un peu révisé ces formes quadratiques, on est bien. Maintenant, il y a des situations où on ne se sent pas très bien parce que c'est de la géométrie telle que même moi, je ne l'ai pas eu, quoi. Donc, et vous, probablement encore moins. Mais là, ces coniques qui sont dans le plan euclidien, qui s'expriment purement avec des dessins, eh bien, il faut bien reconnaître qu'elles nous sortent de notre zone de confort. Et là, je vais vous présenter un petit exercice où ça reste quand même assez confortable, vous allez voir, et on fait quand même de la conique à l'ancienne, parce qu'il faut un petit peu savoir toucher ça. Voilà, à l'agrégation, ça fait un exercice de plus, ça fait des exemples de plus, ça fait un chapitre de plus dans le plan, et avec un exemple pas trop compliqué, et on reste dans la conique de Darrow. Ok, alors exercice, soit C un cercle de centre O, le voilà, ça c'est C, et de rayon R. On fixe un point K, il est où le point K? Il est là, à l'intérieur de C. Très bien. On construit pour tout point A, il est là le point A, du cercle C, il est là le cercle CA passant par K est tangent en A à C. Il faut montrer que le lieu des centres des cercles CA avec A dans C parcourt, devinez quoi? Eh ben, une ellipse. Question supplémentaire, peut-être. Que se passe-t-il si K se retrouve à l'extérieur
de C. Et vous allez voir la solution, elle est simple, et il y aura un petit fichier GIF concocté par mon ami Jérôme. Germaine. Alors allons-y, on va faire de l'analyse synthèse. On va prendre un point A, donc voilà le point K ici. Alors si on a construit, c'est l'analyse, si on a construit le cercle, qu'est-ce qui se passe? On a forcément que OA est orthogonale à la tangente en A au cercle C. Mais, puisque le cercle rouge, là, le cercle CA ici, il est tangent en A, on a aussi que CAA est orthogonal en A à cette même tangente. Ils ont une tangente commune en A. Donc, ça veut dire que OA est orthogonal à T, CAA est orthogonal à T, ce qui veut dire que l'orthogonale de T, c'est à la fois OA et CAA, ce qui veut dire que O, CA, A sont alignés. Très bien. Donc, ça veut dire que CA, il va se retrouver sur cette droite-là. Mais notre instinct nous dit que CA est entre O et A. Pas à l'extérieur. On l'imagine assez mal à l'extérieur. On verra pourquoi ensuite. En tout cas, là, pour l'instant, on n'a pas encore utilisé le point K, et surtout pas le fait que K était à l'intérieur du cercle. Alors, CA, pour l'instant, il est à égale distance de K et de A, puisqu'il est au centre du cercle ici. Donc, il est sur la médiatrice de AK, d'accord, puisqu'il y a égale distance ici et ici, voilà. Et il est sur OA, d'après ce qu'on a vu ici. Bon, alors, est-ce que CA existe? Attention, il ne faudrait pas qu'on soit dans le scénario catastrophe où ces deux droites sont parallèles. Mais si ces deux droites étaient parallèles, alors AK serait perpendiculaire à OA. Parce que ça, c'est la médiatrice de AK qui est forcément perpendiculaire à la droite AK. Si AK était perpendiculaire à OA, ce serait la perpendiculaire à OA passant par K, c'est-à-dire T. Mais ça voudrait dire que K, il est sur T. Or, K, il est à l'intérieur du cercle, donc c'est pas possible. Ok, donc ça existe. Donc maintenant, la synthèse, on a construit CA à partir de A, évidemment. Pour tout point A, avec les données du problème, on construit un CA qui est bien défini. Et maintenant, eh bien, on construit le cercle, d'accord, qui est de rayon CAK, d'accord, bien sûr, ou est égal à CAA, bien sûr, voilà. Il passe bien sûr par K, il passe par A, et comme O, CAA sont alignés, il va y avoir une tangente commune, pas de problème, on aura ceci qui est vérifié. Donc, ça y est, on a compris la construction. Maintenant, je vais essayer de chercher l'équation pour voir que c'est une ellipse. Bon, alors, je dis que ACA égale à KCA. Donc, si et seulement si, eh bien, j'ai envie de dire, c'est là où mon instinct pourrait être trompeur, mais il ne l'est pas, comme souvent, pas toujours. ACA, c'est égal à OA moins OCA. Voilà. C'est-à-dire R moins OCA. Attention, j'ai utilisé le fait, là, ici, que CA était à l'intérieur de OA. Donc, alors, faisons l'hypothèse par l'absurde que CA soit à l'extérieur du segment. On aurait OCA moins ACA, d'accord, s'il était à l'extérieur. Imaginons que ce soit de ce côté. Donc ici, ce serait égal à R en valeur absolue. Voilà, que ce soit ici ou ici, j'ai mis une valeur absolue pour faire les deux cas. Bien. Oui, mais comme ACA c'est égal à KCA, ça voudrait dire donc que OCA moins KCA en valeur absolue est égal à R, mais d'après la deuxième inégalité triangulaire, ça c'est inférieur à OK. Or, OK, comme K est strictement à l'intérieur du cercle, eh bien OK est strictement inférieur à R, donc c'est absurde. Voilà. Donc on a bien montré ici que CA était à l'intérieur. Ce qui va faire que ACA, ici, est égal à R moins OCA. Voilà. Là, c'est quand même quelque chose qu'il fallait regarder
et que, bon, j'avoue que je l'ai pas vu du premier coup, je me suis laissé un petit peu embarquer par l'instinct, c'est après en y réfléchissant. Bon. Alors donc ça nous fait que R moins OCA est égal à KCA, et ça nous fait OCA plus KCA égale R, et ça c'est, ça veut dire que CA est sur une ellipse selon la définition bifocale de l'ellipse avec O et K. Deux points qui sont de distance strictement plus petite que R. Sinon, ce ne serait pas possible. Voilà. Réciproquement, hein, si M est un point hein, tel que OM plus KM est égal à R, eh bien, ça veut dire que KM est égal, donc je passe de l'autre côté, à R moins OM, c'est-à-dire à AM, où A, c'est l'intersection du cercle avec OM. On fait ça, voilà. Et donc, on a bien un point A, construit un point A, tel que M est le centre d'un cercle CA. Voilà. Bien, donc on a montré qu'on avait une ellipse, et maintenant on va essayer de décrire un petit peu cette ellipse, hein, des centres. Alors, O est ici, d'accord. Cette ellipse, maintenant, on voit qu'elle est, ces points focaux, c'est O et K, ici. Donc son centre, c'est le milieu de OK, que j'appelle S. Alors, on peut savoir que dans ce cas-là, hein, le grand axe, c'est R. Bon. Et le petit axe, c'est racine de R2 moins OK2. Maintenant, si vous ne me croyez pas, je vais détailler un petit peu. On prend le centre S, milieu de OK, donc il y a une symétrie, hein, évidemment, de l'ellipse par rapport à ce centre S. Le grand axe, ça va être quoi? Le grand axe, c'est ça. Donc c'est 2 fois SE. Voilà, puisque c'est le centre de symétrie. Donc c'est 2 fois alors SE qui est égal à, alors S, donc ici on a O, d'accord? Donc S c'est OK sur 2, plus KE, où E c'est ce point extrême. Donc comme c'est un point de l'ellipse, on a égalité entre cette distance-là et cette distance-là. Cette distance c'est OT, c'est-à-dire le rayon moins OK, et donc il faut diviser par 2, d'accord, ici. Donc on va avoir R moins OK sur 2. Donc ce qui nous fait, quand on fait la somme, ça fait R. Voilà. Donc on voit que le grand axe, c'est bien R. Maintenant, pour le petit axe, que j'appelle PA, eh bien, je reprends ce triangle NSK, ici. Bon, je n'ai pas voulu surcharger, c'était déjà assez vilain comme ça. J'ai NSK. Comme c'est le petit axe, c'est orthogonal. Entre parenthèses, pensez au théorème spectral qui donne des vecteurs propres orthogonaux. C'est quand même pas mauvais d'y penser. Bon, même si ça n'a aucun rapport ici, ça n'a rien à faire dans cette histoire, mais quand même, ça fait du bien de recharger les batteries. Ici, on va avoir NS qui est perpendiculaire, puisque ça, c'est le petit axe. Le petit axe, évidemment, c'est 2 fois NS. Donc, NS, c'est PA sur 2. Je vais utiliser Pythagore ici. Donc, PA sur 2, c'est-à-dire NS au carré, plus SK au carré, c'est-à-dire OK sur 2 au carré. Donc, on a Pythagore, ça au carré, plus ça au carré, ça fait NK au carré. Maintenant, comme n est sur l'ellipse, eh bien, on a ON plus KN égale R. Et par symétrie de la figure, par symétrie de l'ellipse, on a ON égale, j'ai mis une espèce d'égalité, ON égale NK. Ça veut dire que NK est égal à R sur 2. Voilà. Bien. Alors, symétrie de l'ellipse, hein, avec les deux points focaux qui sont en symétrie par rapport à S. Et donc, on va avoir ça au carré plus ça au carré égale ça au carré. Et en multipliant par 4, on va avoir que le petit axe est racine de R2 moins OK2. Donc maintenant, on a terminé, mais on va quand même regarder des petits détails. Qu'est-ce qui se passe si K est égal à O? Donc K ici, on va avoir comme grand axe R et comme petit axe R. Attention, ça ne veut pas dire que c'est le cercle, parce que c'est grand axe, c'est un diamètre. Un grand axe, un petit axe, c'est un diamètre, en quelque sorte. Donc, on va avoir le cercle de centre O
et qui est à la moitié. Et ensuite, bien, K, on va... Bon, bien, évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a une symétrie de la figure par rotation. Hein, cette figure est symétrique pour le groupe O2. Hein, et SO2, entre autres. Hein. Donc, je peux prendre K n'importe où, modulo rotation, c'est-à-dire je peux prendre K n'importe où sur un rayon pour avoir une idée générale de ce qui va se passer. Maintenant, donc, je peux tirer K sur un rayon, d'après cette symétrie rotationnelle. Et donc, on voit qu'on va partir du cercle et que, petit à petit, on va tirer, l'ellipse va se tirer. Et quand K va tendre ici vers un point du cercle, eh bien, ici, on va avoir OK qui va tendre vers R, et on va avoir un petit axe nul, donc ça va se tirer comme ça, en une ellipse qui va dégénérer en un segment. Voilà. Que va-t-il se passer maintenant quand K sort du cercle? Eh bien, vous vous doutez bien de ce qui va se passer, peut-être. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, les inégalités triangulaires vont faire qu'on va avoir CA maintenant à l'extérieur, les deux extérieurs, et que l'on va avoir probablement des branches d'hyperbole. Et maintenant, je vous invite à regarder le petit fichier GIF qu'a concocté Jérôme. Alors voici le fichier GIF. Vous reconnaissez le cercle C, là il est en bleu. Là, l'ellipse, elle est en jaune orangé. On a pris le point K, il est en jaune. Le centre O du cercle C est en bleu. Voilà. Et maintenant, je vous ai dit qu'il y avait cette symétrie par rotation qui fait qu'on peut juste s'intéresser à K sur cette droite et même sur cette demi-droite. Et là, on attaque. Voilà l'ellipse qui est en train de se creuser un peu. K est en train de se dissocier du centre. Voilà. Voilà, regardez. On a toujours une ellipse, là on voit bien, on a une ellipse avec ces deux foyers. Un foyer bleu, un foyer orangé. Voilà, le point K est en train de s'approcher du cercle, il ne va pas aller jusqu'au bout. Je crois que c'est là qu'il va au maximum. Voilà. Et en fait, s'il attaque vraiment le cercle, là il est juste en deçà du cercle, s'il attaque le cercle, on va avoir, disons, un segment mais doublé. C'est-à-dire que quand A se balade entre ici, le point A qui doit être sur le cercle, se balade entre le point K qu'on peut imaginer sur le cercle, et son opposé par rapport à O, on va avoir cette partie-là qui va être un segment. Et quand on est sur cet opposé, notre point, ce sera le centre O. Et ensuite, quand on va repasser de l'autre côté, eh bien, ça va revenir dans le sens inverse. Donc on aura un segment, comme ça, doublé. Segment au cas doublé. Bon. Mais maintenant, évidemment, on a envie de continuer, et puis on va faire sortir K du cercle, et là, paf, directement, et on continue, on éloigne. Donc vous voyez qu'il y a une situation asymptotique ici, c'est-à-dire un certain point dont on peut deviner qu'il est sur deux points en fait, ici, que ces points, on devine que c'est les points d'intersection de la médiatrice de OK. O est toujours là, K est toujours là, et on a la médiatrice. Et que pour cette médiatrice, on ne va pas avoir de centre, le centre va partir à l'infini. Voilà. Et sinon, on a toujours une existence. Et puis là, regardez comment ça se passe. On éloigne, et à un moment, on peut faire un exercice, on peut s'amuser à savoir quand c'est-ce que l'hyperbole intersecte le cercle.
Et quand c'est ce que la branche d'hyperbole ne l'intersecte plus, et puis après, voilà, après ça part comme ça, et on voit que les branches d'hyperbole sont en négociation de parallélisme. Vous le voyez? Bon, voilà, ça s'arrête. Voilà, allez, on le refait en arrière. Hop. C'est magnifique. Et on remercie Jérôme, ainsi que Delphine, qui m'a indiqué ce joli exercice. Voilà.